Bienvenue dans le podcast Celle qui suit. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir un invité qui porte en lui une sagesse rare, un regard profondément humain sur la guérison, la responsabilité et la puissance de nos choix. Bienvenue à Hugo Hudon. Avec Hugo, on va explorer ce qui se joue à l'intérieur de nous quand on décide, enfin, de reprendre les rênes de notre vie. On parle d'honnêteté radicale, de transformation, de la beauté et parfois de l'inconfort qui nous ramène à notre vérité. On parle aussi du corps, du mental, de ces dynamiques inconscientes qui dirigent tant de nos comportements, et de ce moment où l'on réalise que changer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais bien revenir à soi. Cet épisode, c'est une invitation à te regarder avec douceur, à comprendre tes propres mécanismes, et peut-être à reconnaître qu'il n'y a rien de plus courageux que de se choisir soi-même. Je suis très heureuse de t'offrir cette conversation. Installe-toi, respire et laisse opérer ce qui doit opérer. Bonne écoute à toi. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Bonjour Hugo et bienvenue dans le podcast Celle qui suit. Écoute, je suis ravie de te recevoir parce que figure-toi que tu es le premier homme sur mon podcast que je reçois. Donc c'est quand même un grand honneur que je te fais, une grande confiance. Avant que je déballe toute mon histoire, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu Hugo? Comment tu te présenterais en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur? Explique-nous tout ça. Alors, j'ai toujours des difficultés à me présenter parce que j'ai une vie avec beaucoup de rebondissements. Mais je vais prendre là où j'en suis aujourd'hui. Je suis un papa, je suis un mari, je suis un coach, un mentor pour certaines personnes et pour mes clients, et aussi un artiste. Et en fait, je crois que j'essaye d'être absolument tout ce qu'on m'a dit que je pourrais jamais être. Voilà, j'aime bien me résumer comme ça. Mais sinon, dans mon activité, j'aide les hommes à se respecter à nouveau en prenant soin d'eux, parce que ça manque cruellement dans nos temps modernes. Voilà. Et quel genre d'humain es-tu? Comment te décrirais-tu en tant qu'humain? Non pas ce que tu fais, mais qui es-tu? Je suis quelqu'un qui est dans le travail. Je pense que j'ai choisi, à un moment donné, de partir sur la voie de devenir une meilleure personne. Pas au sens performance, plutôt au sens essayer d'être, d'être, tu vois, un meilleur papa, un meilleur mari, un meilleur ami. Et j'ai compris que ça venait par l'analyse de ce qui se passait à l'intérieur de moi, écouter mes émotions, les traduire par des besoins et, euh, et traduire ça aussi par des stratégies pour soit pouvoir amener ses besoins à se réaliser, soit juste en prendre conscience et être OK avec ça, tu vois. Et ça me permet en fait, j'essaye vraiment d'être connecté à moi-même pour éviter toute cette violence que je ressens en tant qu'hypersensible euh, dans les rapports humains et dans la façon dont la société s'organise. Voilà, c'est comme si j'avais une mission, tu vois, de rétablir une certaine justice, quelque chose de plus équilibré en tout cas. Comme pour me protéger, mais je sais que je protège les autres en étant dans cette démarche. Merci.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer, on va dérouler un petit peu, parce que évidemment tout de suite je note des choses, hein, mais on va dérouler un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter qui étais-tu quand tu étais petit? Comment il était le petit Hugo? Il rêvait de quoi? Dans quelle atmosphère il a grandi? Le petit Hugo, il avait des facilités sur beaucoup de choses, euh, beaucoup d'intuition, et, euh, et malgré tout, il avait une énorme pression parce qu'il fallait qu'il réponde à une norme sociale et un cadre. Euh, euh, et il a été très vite, ça me fait bizarre de dire il du coup, et j'ai été très vite, je vais passer en jeu parce que sinon je vais pas y arriver à tenir la, Vas-y, la, vas-y. la grammaire. En tout cas, les choses dont je me souviens, c'est que je me suis toujours senti un petit peu à l'écart, un petit peu différent, pas très accepté. Euh, j'ai été diagnostiqué HPI à un moment donné, parce que euh, sur la fin de la primaire et sur le début du collège, ça commençait à pas du tout aller au niveau du système scolaire. Et, euh, et je me rappelle avoir pris le dur poids de la réalité en pleine gueule. Euh, Comme si on me demandait d'un coup d'être extrêmement responsable de ce que j'étais. Euh, ouais, tu vois, c'était une fin de la souciance que j'ai vécu à mon goût trop tôt et que j'aurais jamais voulu vivre, et aujourd'hui que j'essaye de récupérer. Euh, Ce qui a eu pour effet de me couper très vite de moi-même, en fait, pour essayer de répondre du mieux que je pouvais à ce qu'on attendait de moi, sans vraiment, parce que les gens savent pas expliquer ce qu'ils attendent des autres, puisque c'est des choses qu'ils attendent d'eux-mêmes en général, et qui savent pas l'expliquer non plus. Donc c'était douloureux finalement. Moi, je me rappelle de beaucoup de douleurs, beaucoup ouais, j'avais envie j'étais très artiste, je faisais beaucoup de musique, j'avais envie de vraiment m'exprimer, j'écrivais des chansons, j'étais DJ, je faisais plein de trucs, tu vois, artistiques. J'avais envie de faire des métiers de fou, genre pilote de chasse. Et je me rappelle qu'on m'a toujours dit, t'es pas assez bon à l'école pour faire ça, t'es pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Et, euh, et voilà. Et je pense que ça décrit un petit peu mon enfance, qui était un petit peu, voilà, compliquée à cet aspect-là. C'est pas une période si tu veux, je pense que tout cet aspect-là, un petit peu contrainte, a pris le dessus sur peut-être des souvenirs que je pourrais avoir très jeune. J'ai du mal à m'en rappeler. Je me rappelle de pas mal de traumas, mais je me rappelle assez peu de moments joyeux finalement, tu vois. Et je le dis avec un peu de lourdeur. Euh, Ouais. du coup, comment tu as réussi à te débarrasser de cette enfance qui t'a fait croire que tu n'étais pas assez? Comment tu t'es construit un peu plus tard en tant que bah, vieux ado, jeune homme? Hmm. J'ai eu du coup dans l'adolescence, j'ai pris le virage rebelle. Le virage allait tous, voilà, je vais pas dire la phrase. Mhm. Tu peux. Hmm. J'ai continué à faire de la musique, j'ai dealé, j'ai fait toutes les conneries possibles, j'ai fait les nuits, j'ai fait des fugues, j'ai vraiment vécu ma vie. Je me suis retrouvé à créer un groupe de reggae vers 17 ans. Euh, il se trouve que ce groupe de reggae a pas trop mal marché. On a fait des disques, on a fait des tournées, on a vachement, vachement fait de concerts. C'était On a quoi le tourné dans nom? toute la France. Rastamito, ça s'appelait. D'accord, ok. Ouais. Parce qu'on était des rastas, mais blancs, sans locks, et qu'on croyait pas, donc on avait dit D'accord. rastamito. Voilà l'explication. Mais là-dedans, j'avais trouvé, si tu veux, une liberté créatrice. Il y avait un public qui disait bravo, pas qui disait c'est pas assez. Je pouvais écrire des chansons, je pouvais composer de la musique, je drivais le groupe en termes de production. J'essayais vraiment voilà, d'être un élément central de tout ça. Et, tu vois la partie, on va dire, financière, structure, cadre, études, machin, ça passait complètement à côté. C'était vraiment secondaire. On vivait de rien, on vivait un peu en communauté, on avait un lieu où on se retrouvait tout le temps. C'était très, très innocent, on était vraiment en crew, quoi, tu vois.
C'était vraiment cool. Et, et à un moment, ce projet a décliné parce que les gens font leur vie, parce que quand on se rencontre à 17 ans, à 25 ans, on n'est plus du tout la même personne, peut-être même à 18, à 19. Moi, j'avais monté des boîtes, plusieurs boîtes. J'essayais d'être entrepreneur dans l'audiovisuel. Je me suis formé, j'ai fait un BTS dans l'audiovisuel en parallèle parce que c'était la condition de mes parents pour me laisser tranquille. Il fallait que j'ai un bac+2, je sais pas quoi. Bon, c'était leur délire avec les études. Euh, et, euh, et quand le projet s'est un peu écroulé parce que les gens font leur vie, avaient envie d'avoir un salaire, il y en a qui voulaient fonder une famille, enfin bon, bref. Euh, Là, j'ai pris un tournant. Il fallait que je prouve quelque chose parce que c'était un échec. Et je suis allé chercher à me conformer à tout ce qu'on attendait de moi. Donc, il me fallait une carrière professionnelle. Euh, il se trouve que j'avais des contacts via ma famille dans la télévision. Et je suis parti travailler à la télévision. Au début, j'ai fait vraiment des petits jobs, genre gérer les canettes, les bonbons dans les loges des invités, des grosses émissions, tout ça, nettoyer, faire un peu d'accessoirisation, etc. Et très vite, je me suis retrouvé dans un environnement qui encourageait l'expansion, où fallait aller choper sa place. Et finalement, je me suis assez bien débrouillé là-dedans parce que comme je t'ai dit, j'étais un enfant très à l'aise, je comprends très vite les enjeux des choses et j'arrive très vite à, voilà, à trouver comment me placer. Et j'ai gravi les échelons assez vite. Je me suis retrouvé à des fonctions exécutives. Genre, j'ai fait de la direction de production. En gros, c'est le mec qui prend le projet de zéro, qui le fait naître, qui recrute les équipes, qui gère l'argent. Bon, j'ai pas fait ça tout seul. J'étais toujours des équipes et j'avais des encadrements, mais j'étais quand même assez haut placé sur certaines structures. Notamment sur une quotidienne que tout le monde connaît en France, dont je suis pas forcément fier d'avoir travaillé dessus, mais où j'ai été, voilà, j'ai contribué. Euh, et ça m'a donné, si tu veux, une vie où j'avais l'argent, où j'avais le statut social. J'étais, C'était stylé de dire, ouais, je suis haut placé à la télé, tu vois. Euh, je me suis convaincu que c'était le cas. Mes parents, ma famille étaient très contents. J'avais une carrière. Euh, et, euh, et en fait, moi, je m'étais juste coupé de moi-même, complètement de moi-même. Donc, j'avais renoncé à la créativité. J'avais renoncé à mes rêves de liberté, à une certaine forme d'innocence, à l'amour aussi. Euh, Parce que trop d'amour, c'était dangereux. J'avais mis beaucoup d'amour dans ce groupe qui s'est arrêté. Bon, bref, tu vois, plein de schémas en réaction. Et c'est marrant parce que je le raconte souvent quand même. J'ai fait une thérapie longue dessus et ça m'émeut quand même à chaque fois. Ouais, je sens, Et de ouais. plus en plus que j'avance et que je me construis, ça m'émeut parce que je me dis waouh, c'est fou de comprendre ça en élevant son niveau de conscience. Et donc voilà, mode de vie 80-90 heures de travail par semaine, des animateurs qui t'envoient des textos à 6 heures du mat et à minuit en te demandant des trucs complètement délirants. Euh, beaucoup de beaucoup de manipulation, beaucoup de drogue, hein, tout ce qui est cocaïne, alcool, sexe, n'importe comment à outrance, les soirées où ça finit, tu sais pas, à 16 heures le lendemain avec des mecs que tu connais même pas qui rentrent dans ton appart, qui ressortent, enfin des trucs de fou quoi. Euh, et une déconnexion totale de ce que j'étais. En tout cas, si tu veux, ça me donnait pas d'indication de qui je pouvais être, quoi. Donc j'ai fini sous antidépresseur parce que j'ai croisé les mauvais docteurs qui ont trouvé comme solution de me mettre sous sédatif, évidemment, pour que ça me calme. Euh, j'ai commencé une thérapie qui a duré 8 ans. euh, Parce que j'avais quand même envie de m'en sortir, j'avais quand même envie d'aller mieux, voilà, j'avais cette petite étincelle qui était déjà là. Je pense qu'à un moment, je me suis retrouvé dans un sorte de vide où en fait ma vie n'avait aucun sens. Il y avait de l'argent, il y avait des relations,
Mais il n'y avait pas de sens, tu vois, ça allait nulle part. Je m'attendais à mourir assez jeune, tu vois. Enfin, j'avais pas prévu d'avenir, tu vois. J'en étais à ce point-là, tu vois. Je me disais, de toute façon, voilà, quoi. Ça durera pas, vu tout ce que je me mets dans la gueule. Et à un moment, j'ai décidé d'arrêter, de rentrer en rupture avec cette période. Je m'explique toujours pas d'où c'est sorti, ce truc-là. Peut-être une rupture amoureuse, peut-être quelque chose comme ça, mais je suis pas vraiment sûr. Bon, bref. Et en tout cas, je me suis inscrit dans une salle de CrossFit qui était dans mon quartier, heu et j'ai commencé à aller, tous les matins au sport à 7h là, faire des trucs complètement dingues avec mon corps, qui était endolori, qui allait pas du tout bien. C'est voilà. Donc c'était une autre forme, si tu veux, de vengeance sur moi, mais bon, qui allait me mener vers quelque chose. Mais en tout cas, c'était pas encore quelque chose de très sain. Hem, à côté, je gardais quand même le mode de vie un peu pourri, donc j'avais pas vraiment de résultats. C'était un peu, voilà, c'est vraiment une période qui a duré 2 ans comme ça, un peu floue. Et à ce moment-là, bah, j'ai rencontré ma femme. Je suis rentré dans un bar un soir, d'un pote qui faisait des cafés culturels. J'avais produit une de ses émissions pour YouTube, gratos, parce que ça me permettait de renouer avec de l'artistique chez moi. Et elle était là et je me suis assis en face d'elle et puis voilà, hein, on est mariés, on a un enfant aujourd'hui. Elle m'a dit, 6 mois elle m'a dit genre, 3 semaines après qu'on se soit rencontrés, qu'on se soit embrassés, par contre, moi, dans 1 mois, je pars à Marseille, je rentre vivre chez moi. Elle était en stage dans l'édition à Paris. Hem Et j'ai dit: «Bah, je viens avec toi». Mais tu vois, il y avait cette douceur qui était revenue. Il y avait, tu sais, le Covid, il avait donné un mur de protection naturel à la violence. Parce que tu pouvais filtrer qui entrait, qui sortait. T'étais pas obligé d'aller, voir des gens pour, travailler, gagner ta vie. Ça se passait par téléphone, il y avait un filtre. En fait, ça m'a appris, tu vois, je me suis mis à faire un potager pour passer le temps, tu vois? Hem et ça m'a appris à respecter mon rythme. Mais je m'étais pas formé en communication non violente, je savais pas ce que c'était à l'époque, mais ça s'est fait instinctivement, tu vois? Et je crois que ce truc de respecter son rythme, et c'est arrivé à beaucoup, beaucoup de gens, hein, pendant le Covid, il y avait un avant, un après, tu vois? Il y avait l'après, c'était: «Non, non, mais en fait, maintenant, je me respecte». Alors c'était pas si simple, hein, parce que les injonctions, le conditionnement, fait que j'arrive à peine aujourd'hui, 5 ans plus tard, à me dire que c'est OK. Mais en tout cas, il y a un chemin qui s'est ouvert et je commence à me dire: «Bon, qu'est-ce que je vais faire?» Il y avait 2 choix qui s'offraient à moi, enfin qui venaient comme ça quand je fermais les yeux. Il y avait, la permaculture, donc travailler un petit peu, je sais pas, dans des projets urbains, je sais pas, autour de la permaculture en tout cas, des AMAP, des trucs comme ça. Et il y avait le sport. C'est 2 trucs qui me faisaient kiffer actuellement dans ma vie et la musique aussi, j'ai fait pas mal de musique pendant cette époque-là. J'ai remonté mon studio, j'ai commencé à faire des records, j'ai chanté, j'ai écrit des chansons. Il y avait quand même un truc créatif qui revenait, tu vois? J'apprends que ma femme, est enceinte. C'était pas du tout prémédité, voilà, et donc moi, là, j'ai eu un gros déclic, un vrai déclic. Je me rappelle encore de ce jour-là, j'étais assis dans mon fauteuil, j'ai la tête qui s'est mise à tourner et j'ai eu un vertige, mais de malade. Genre, j'allais sauter dans le vide, je prenais une décision, c'était hardcore. C'était un truc, j'allais mourir. C'était vraiment réaction de survie du corps. Et je me suis inscrit à l'école de coach. Et je mets tapis pour payer l'école, payer des formations en plus, parce que l'école, je savais déjà que ça allait pas suffire en termes intellectuellement et en termes d'apport. C'était trop lent, quoi, je le voyais direct. Donc je me forme aussi, je mets 2 ou 3 fois plus d'argent que l'école pour cumuler des formations. Il y avait une boulimie aussi, tu vois, il fallait que je devienne un expert encore, tu vois. J'avais pas compris il allait falloir des années de la compréhension, donc il fallait que j'accumule de l'info. Soit. Je les ressors encore aujourd'hui, ces formations que j'ai payées, donc c'est bien. Et surtout, il y a une transformation physique qui opère cette année-là. Je m'imagine à la naissance de ma fille, bien musclée, la prendre dans les bras quand elle naît, tu vois.
Et cette image-là, aujourd'hui, c'est une des bases de travail avec mes clients, tu vois. Pourquoi tu fais les choses? Et cette base-là, elle m'a permis de dépasser, tu vois, tous ces obstacles extrêmement éreintants, tu vois. J'ai rien lâché grâce à ça. Donc je me transforme, j'apprends, et je sais pas ce qui se passe, j'ai pas éclos de quoi, mais il y a un jour, je me rappelle, je rentrais de la maternité, on commençait, ça allait approcher là. Je me pointe à la salle. Aujourd'hui, Hugo, tu fais le cours entier. Je fais le cours entier, mais ils ont pas compris en fait. C'était qui le gars là? Bah ça y est, c'était un coach. D'où c'est sorti, comment ça a été fait. Aujourd'hui, je peux comprendre peut-être, mais en tout cas, j'ai instinctivement activé des mécanismes qu'aujourd'hui je peux utiliser comme outil avec mes clients, par exemple, tu vois. Mais j'ai changé mon identité. J'ai changé quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai probablement cassé des croyances limitantes. J'ai probablement été capable de me projeter dans quelque chose de différent, de vaincre mon conditionnement, de vaincre la peur des autres, de savoir ce que je vaux, tu vois. Enfin, il y a tout ça qui s'est créé. Des clics comme ça qui changent les gens, mais c'est des clics, il faut les provoquer, il faut quand même poser un cadre, ça, faut pas les attendre. Si tu es là à prier que ça arrive, malheureusement, ça va peut-être pas arriver. Ou alors dans ta Raconte la prière, il fin y de a l'histoire des... quand même, on y reviendra après, mais Ah oui, raconte pardon, la je fin suis de l'histoire quand désolé. même, parce que du coup, on veut la naissance. Là, Je t'ai dit que j'étais un peu HPI, donc j'ouvre des arborescences dans tous les t'inquiète, sens. t'inquiète, je Merci te de me suis. cadrer, c'est important. Je te recadre. Ouais. Donc, ouais, bah après, naissance de ma fille, bah, j'avais pas le corps que je voulais, mais en fait, je m'en foutais parce que j'avais la discipline. J'étais une nouvelle personne. J'étais un papa qui était fiable et qui allait assurer de ouf, c'était sûr. Et gagné une confiance incroyable. Et je me rappelle, je marchais sur les mains dans la chambre d'hôpital, tu vois, dans la chambre de maternité. J'étais chaud bouillant. Donc la naissance en soi, c'est une confirmation que l'image m'a aidé, mais quand j'y suis, en fait, la route continue, tu vois. Et ça, c'est important. Il n'y a jamais de fin. Et c'est là où j'ancre dans ma tête que je joue au jeu de la vie et que ça continuera toujours à être comme ça. Je sais pas, ça connecte. Les gens cherchent, mais sûrement parce que moi aussi, autre chose qu'une simple pratique, qu'une simple recette à appliquer. Il y a quelque chose de plus profond que ça. En fait, on cherche, encore une fois, à changer notre identité quand on fait tout ça. On cherche à pouvoir se raconter une autre histoire. Une histoire qui nous correspond plus à ce qu'on ressent dans les tripes, sans forcément en avoir conscience. Et du coup, je me rends compte que bah ouais, juste donner des cours de CrossFit, ça suffit pas pour moi. C'est qu'une partie de l'équation. Je peux pas vraiment aider les gens. Je peux pas vraiment contribuer à, à emmener les gens plus loin juste en les voyant 1 heure par semaine ou 2 fois, même 1 heure par jour, juste dans le cadre de les entraîner, tu vois. Il faut qu'on parle, il faut qu'on pose les choses, il faut qu'on voit où les gens veulent aller. Enfin voilà. Ça commence donc par ça, par nutrition et sport. Et finalement, bah, je me mets à comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses. Donc j'annonce que je pars et je monte mon accompagnement tel qu'il est, bah, pas tel qu'il est aujourd'hui. Là, je sors la V2 là, mais du coup, la V1. Je prends un mentorat pour apprendre le business, pour apprendre bah, justement une nouvelle manière de coacher, donc qui est plus basée sur des entretiens, de la visio que des choses à faire, tu vois. C'est plus sur la compréhension de l'humain et les choses à faire. À ton avis, le petit Hugo, s'il te regardait maintenant, il penserait quoi de toi? Il serait reconnaissant d'avoir continué d'insister pour pour créer la réalité qu'il veut, pour s'affranchir du cadre, pour créer exactement la vie à laquelle il aspirait, c'est-à-dire une vie où il décide, où il choisit, où on lui impose rien et où ses intuitions ont le droit d'exister. Il n'y a pas de commentaire. Tu vois, je crois que c'est ça. Tu vois, la gratitude, là, c'est très nouveau pour moi, tu vois. Me témoigner de la gratitude,
Tu vois, j'ai mis en place une manière de fonctionner dans mon quotidien d'entrepreneur où tous les soirs, je me prends le temps ou tous les matins, je prends le temps de poser mes intentions et tout le soir de vérifier ce que j'ai mis en place, ce qui me permet d'enregistrer que j'ai fait des choses au lieu de me dire, je suis qu'une merde, j'ai rien fait aujourd'hui, tu vois. Ouais, t'as vraiment Je sais pas si besoin ça d'avoir illustre le truc. Ouais. cette méthode, en fait, hein, cette discipline hein, que tu t'imposes, parce que sinon, ton esprit aura tendance à s'égarer, à revenir Ouais, en fait, c'est au ça, connu, c'est quoi. que je construis, si tu veux, et c'est ce que je fais dans mon accompagnement, tu vois, je construis des systèmes pour les gens, en fait. J'écoute les gens et je construis un système qui colle pour eux, tu vois. Donc ça va pas être le même pour tout le monde, j'ai plein Ouais, d'outils. parce que je sens que En tu tout as cas, cette sensibilité-là, en ouais, plus, que tu as une écoute aussi. Ouais. comme je te disais, j'ai cette capacité à capter les enjeux Mm, mm. assez vite. Donc je me sers de ça et surtout d'avoir renoué des liens avec mon intuition. Tu vois, des fois on peut se planter avec l'intuition, mais en fait, l'important c'est qu'avec l'intuition, on tente des choses. Et ça, c'est incroyable tu vois, avec tous ces gens qui restent immobiles, prisonniers dans leur peur et dans leur douleur, tu vois. Ouais, je sais. Paix sur eux. Je sais que tu sais. Bah après, tu vois, quand ils me contactent, j'ai énormément de gratitude et tu vois, ça vient vraiment satisfaire mon besoin de contribuer au bien-être des autres qui est ultra important, tu vois. Et ta valeur aussi, ouais. Bah, c'est intimement lié, Mm. puisque j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de contribuer aux valeurs des autres et de sentir que j'étais important pour eux, tu vois. Mais ça, c'est la partie que je peux pas contrôler, sur laquelle je dois encore travailler, comme tu le dis, tu vois. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre ton masculin et ton féminin? Tu vois, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre cette grande sensibilité que tu as et ce côté, bah, tu sais, un peu bonhomme, voilà, la muscule, crossfit, nanana, tu vois, faut y aller, rentrer des bûches et tout, tu vois? J'ai encore, mine de rien, beaucoup de mal avec la partie féminine, notamment sur tout ce qui est créativité, qui est vraiment une part de moi liée à mon hypersensibilité. Et aujourd'hui, je sais que j'ai ma part créative qui est pas vraiment écoutée. Je fais ce que je peux. J'ai des priorités, j'ai une stratégie aussi pour aller mieux, hein, donc je sais où j'en suis. Et pour toi, c'est pas de la Euh, création, tout ça? D'avoir créé des t'as, accompagnements, de t'as créer des raison. gens, c'est pas de la création, ça? Ouais, j'étais plus dans. J'ai une nostalgie de l'écriture, si tu veux, de la création juste pour la création, pas de la création avec but lucratif, on va dire. Euh, donc il y a ça, c'est encore une question très compliquée et je t'avoue que je suis pas, tu vois, tu me poses un peu une colle parce que c'est vrai que je suis conscient des enjeux de l'équilibre féminin-masculin qu'on a tous en nous. Je pense qu'il se manifeste beaucoup chez moi sur la partie écoute, sur la partie respect du rythme, tu vois, sur la partie posée, mais c'est encore des choses fragiles chez moi qui sont dépendantes de la méthode et de la stratégie que j'utilise. Et tu vois, avant que ça devienne inconscient, naturel, engrammé, il y a tout ce travail que je fais aujourd'hui avec la méditation, avec la visualisation, avec la respiration, avec, bah, tu vois, décider un après-midi d'aller au sauna, d'aller me faire masser, tu vois, des trucs que je me serais jamais autorisé sans avoir certains KPI que je relève pas comme ça, je suis sûr de jamais y aller, tu vois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de la méditation, la visualisation? C'est quoi tes routines, tes pratiques, en fait, pour justement être bien avec toi, puis dans ta vie, quoi? Hmm, hmm. Ça part d'un principe très très simple qui est se donner du temps pour soi, déjà. Après, ce que tu fais dedans, tu vois, je veux pas que certains pensent qu'il faut méditer pour être sur le chemin comme moi ou quoi. Pas du tout. Moi, j'ai commencé par respirer 5 minutes le matin, tu vois. Et j'ai compris, je croyais que je faisais des exos pour développer ma condition physique quand je faisais ça. Je faisais une respiration carrée, tu vois. Et en fait, j'ai compris que je m'attribuais un temps hors du temps où j'étais pleinement conscient du temps qui passe
où j'étais vraiment, j'avais plus d'identité justement, j'étais débarrassé de tout cette, ce que j'ai à faire, ce que je dois être, ce que je dois incarner, tu vois. J'étais juste là, dans l'univers sans limite, tu vois. J'ai découvert toutes ces pratiques méditatives, d'abord par le principe, j'y suis venu par la prépa mentale, moi, donc d'abord par le principe d'avoir une vision très claire de où on va. Pour n'importe quel sujet, donc tu peux avoir ta vision globale dans ta vie, mais pour n'importe quel sujet, ça commence par où je vais précisément. Il ne faut pas le prendre avec une gravité, ce où je vais, parce qu'il peut s'actualiser tous les jours. Mais il faut savoir où on va. À partir du moment où on sait où on va connecter, tu vois, avec des objectifs, des sous-objectifs. On va mettre en place des stratégies. Ces stratégies vont te mener à l'action. Et en fait, c'est ce qui va faire le pont entre l'intention, tu sais, je veux changer, gna gna gna, et 6 ans plus tard, le mec a pris 10 kilos et n'a pas changé, et, et le changement réel. Le Donc, où shift je vais. identitaire, carrément, ouais. C'est ça. Donc, le où je vais, euh, il faut le travailler. On peut le travailler sans méditation, on peut le travailler sans respiration, hein, juste avec y penser souvent. Ça peut être dans du journaling. Moi, je fais beaucoup de journaling. Bon, aujourd'hui, j'ai plein de pratiques, mais et concrètement, j'ai découvert donc qu'il y avait une possibilité euh, de se mettre dans des états modifiés de conscience. Hein. On peut vraiment laisser arriver ce qui doit arriver. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite. Donc en fait, on échappe à l'ego, qui est quand même le garant de qui tu es aujourd'hui. Donc si tu veux changer, il va falloir quand même composer avec cette personne-là, cet ego. Et, euh, et au conditionnement, tu vois. Il y a plein de gens qui font des choses qui sont persuadés qu'il faut les faire, mais ils le font uniquement mais pour répondre à ce qu'on leur a dit qu'ils devaient faire. Tu vois, moi je disais encore à un client hier, mec, ça se trouve, tu veux faire ça parce que c'est ta mère qui te l'a dit quand tu étais petit. Ouais. Est-ce que c'est vraiment toi qui veux le C'est faire? qui parle, hein. Moi, je demande souvent à mes clientes aussi, c'est qui parle, hein. Ouais. Voilà. Ok, hyper important, mais très, très, ça c'est quasiment impossible à faire tout seul, hein. Mm. Non. Euh, du coup, dans ces états-là, donc il y a ces états où ça naît et où tu fabriques cette image de où tu vas, et après, c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition. Tous les jours, moi je fais 2 méditations, une le matin, une le soir, dans lesquelles je fais venir des scènes qui correspondent à ce que je veux devenir. Alors, c'est pas des scènes méga précises, même si elles se précisent avec le temps. Au début, c'est très flou, c'est des intuitions. Mais surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'elles soient connectées avec les émotions. Le subconscient, qui est notre cerveau principal, nous on utilise le lobe préfrontal qui est notre raisonnement, notre conditionnement, c'est 5% de notre cerveau, donc et on vit que là-dessus. Le subconscient engramme toutes les réactions automatiques, tous les gestes automatiques. Il a associé une émotion de peur avec une réaction. Il voit quelqu'un, tu sais, quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu ressens quelque chose. Tu sais si tu l'aimes bien, tu l'aimes pas, il y a un passé qui arrive, il y a des schémas qui sont là. Ces schémas se réécrivent, ces schémas peuvent se modifier. La seule condition pour ça, c'est l'émotion. C'est le corps qui donne. C'est le corps. Nous sommes un corps, en fait. Tu vois, nous sommes une énergie vitale, nous sommes un corps. C'est là que ça se décide, c'est pas là. Donc en fait, à partir du moment où j'entre dans cet état, où je visualise ma scène et que je ressens cette émotion d'ouverture, peu importe l'émotion, il y a plein de chakras, on peut rentrer dans plein de trucs, mais à partir du moment où je fais cette association et que je la répète, mon subconscient change le schéma et je réagis différemment. Et je commence à incarner ma réalité sans même m'en rendre compte, en fait. Ah, mais c'est Et magnifique. ça, c'est un pouvoir de création que Mais nous complètement. avons, nous, êtres humains, mais comment j'ai pu attendre 38 ans pour en prendre conscience et m'en servir? Ben, t'avais C'est... besoin peut-être d'avoir un corps plus vieux, je sais pas. Moi aussi, des fois, Non, mais je me c'est dis les niveaux de ça, en conscience. fait. Pourquoi ça a mis tant de temps à ce que je revienne finalement dans mon corps, en fait? Parce que pour moi, c'est drôle parce qu'en fait, on a la même méthode, c'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais en tout cas, le corps, quoi, qui modifie l'esprit, non pas l'inverse, ce qu'on apprend, surtout moi en tant que thérapeute. Mais
c'est que le corps, en fait, et bizarrement, pourtant c'est notre vaisseau, genre c'est juste notre corps, en fait, alors que nous sommes des êtres tellement supérieurs avec notre âme, etc., tu vois, différentes dimensions. Mais en fait, non. En fait, tout simplement, mais oui, mais on est incarné, si on y croit ou pas, en tout cas dans des corps physiques, hein. Et donc c'est bien pour une raison, c'est bien pour qu'on vienne y travailler, quoi. Mhm. Et en fait, on travaille pas de la même manière, parce que toi, ça va être plutôt les muscles, les machins, moi, ça va être plutôt, bah, tu vois, plus féminin, voilà, les ondulations, la danse, etc. Mais en tout cas, en fait, c'est la même chose, ce qu'on fait, et c'est trop drôle que tu dises ça, quoi. Mais merci d'appuyer dessus et pour ce partage. En fait, j'aimerais juste résumer ce que j'ai compris très, très, très simplement. Le corps, c'est notre véhicule. Le corps, c'est notre véhicule. Il porte tout. Si le corps est absent, on peut- rien ne peut marcher derrière. Et au-dessus, on a nos étages. Tu sais, c'est la vision holistique. Au-dessus, on a nos étages. On a l'esprit et on a le cœur. On a la foi, on a tout ce qu'il y a d'identité, les valeurs, les conditionnements, tout ce qui nous fait réfléchir, nos émotions, tout ça. Et on a notre véhicule qui permet à ces choses de fonctionner. Donc en fait, ne pas chercher l'alignement complet de ces trois choses-là, un cap, une vision claire, des émotions précises et des besoins, et un corps pour faire fonctionner tout ça, pour nous emmener où on veut, bah, on passe à côté de l'extraordinaire machine qu'on est. Faut pas dire machine, il y a même pas de mots, c'est l'humain, quoi. Mm. Ouais, C'est un potentiel hallucinant. Et on en maîtrise, je pense, 1%, tu vois, aujourd'hui. absolument. Ouais, ouais, Ceux complètement qui d'accord font le avec toi. travail. C'est ça. Mm. Ouais, ouais. Donc après, tout le monde n'a pas le niveau de conscience pour entrer là-dedans. Ça peut faire peur, tu vois, tu vois, je pense à tes auditrices, tes auditeurs peuvent se dire, oh là là, ça a l'air compliqué, c'est des concepts fous. Je suis pas entré là-dedans par un niveau de pratique, tu vois, où on disait modification des états, tout ça, les apnées. Non, 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 non. Ça, c'est des pratiques plus poussées pour aller creuser. On peut commencer simplement par, je te dis, prendre 5 minutes pour soi et juste être là, en fait. Juste être là. Ah non, mais trop, et d'ailleurs, j'adore, j'ai trop aimé ce que tu as dit au début, j'ai adoré cette nuance que tu as fait, c'est qu'en fait, moi, je le fais par la méditation, le journaling ou je sais pas quoi, mais en fait, c'était juste un temps pour moi. Après, chacun trouve son temps. En fait, c'est juste ça, en fait, moi et moi, quoi. Et c'est Et, ça. Il y a et des ça, c'est gens, c'est. Ouais, très c'est beau, ça. je trouve, parce que c'est vraiment ça, en fait. Après, tu danses, t'écris, tu cries, tu vas nager, tu vas courir, je sais pas, tu vas faire du poney, mais peu importe. C'est juste toi et toi-même, quoi, en fait. Et Ouais, c'est tout à tout à fait ça. fait. Après, à toi de Ouais, trouver ta pratique, donc d'essayer, quoi, en fait. c'est ça. C'est ça. Mm. Juste avec l'intention de te reconnecter à toi. Ça peut être promener ton chien, tu vois, mais emmène pas ton téléphone, tu vois. Tout à fait, Et ouais, va ouais. dans un endroit un peu où tu es au calme, tu vois. C'est une démarche. Il faut que c'est une démarche. Il faut que ce soit décidé, planifié. C'est de l'hygiène de vie, quoi. En fait, on se lave les dents tous les jours. Personne va contester de se laver les dents, tu vois. Mm. Il y en a, c'est une fois, il y en a, c'est 3 fois, il y en a, c'est 10 fois, j'en sais rien. Mais personne ne contestera, il faut se laver les dents. Et pourquoi on conteste une pratique où on doit se Ouais. retrouver avec soi-même, en fait? C'est autant de l'hygiène que de se laver les dents, voire plus important, en fait. C'est drôle, c'est un exemple que je prends aussi. Et tu sais, Ah, tu te toi dis aussi? jamais, ouais, ouais, moi je dis, mais tu te dis jamais, oh, ce week-end je me brosse pas les dents, c'est bon, trop la flemme. Tu vois, ou cette C'est ça. semaine. Bah non, non, jamais tu te dis ça. Bah avec les pratiques physiques, c'est pareil, tu te dis pas trop la flemme. C'est normal, quoi, tu sais. Faites-vous accompagner. Bah ouais. En fait, ne, moi, moi, je veux dire, je me fais accompagner en permanence. Mm, Tu vois, pareil. actuellement, là, j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur la partie visualisation, j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur la partie thérapie, parce que je suis resté dans la thérapie, j'ai quelqu'un qui m'accompagne au niveau du business, bon, au niveau de la création de contenu, tu vois, et dès qu'il y en a un qui s'arrête, je vais mettre ma paille dans le cerveau de quelqu'un d'autre, parce que pourquoi je passerais des années, tu vois, à construire, ah, moi j'aime bien cette expression, Ouais, les vannes, je pourquoi la je connaissais passerais pas, des elle est années bonne. à construire ce que quelqu'un d'autre a construit, mais je le paye, c'est un échange d'énergie, Mais tu grave. vois, c'est un investissement, mais il me rapporte tellement, tu Non, puis vois. c'est un investissement de se sentir vivant aussi, enfin, tu sais. Ah ouais, de pas Parce garder les que, trucs pour toi, tu mais vois. grave. Enfin, tu sais, en fait, mais il y a tellement à savoir. Et moi, des fois, maintenant, tu sais, j'ai le raisonnement inverse.
je me dis, ah putain, mais j'arriverai jamais à tout faire, mais là, mais tu vois? Alors que je veux apprendre ça, je veux apprendre ça, je veux apprendre ça. Puis pareil, ce truc de d'apprendre, d'être apprenant, où du coup, bah tu pars zéro. Ça aussi, c'est vachement apprenant, vachement challengeant, tu vois? Merci pour ça, parce que je l'ai pas dit, mais ça a dû se sentir, mais dans mon parcours, il y a eu accepter cette situation d'apprenant perpétuel. Mm. C'est-à-dire que je suis passé de putain, tout le monde m'en veut, mes parents me trouvent nul parce que je sais pas tout, à yes, c'est ok de rien savoir, mais le goût d'apprendre, le goût de la transmission, qu'est-ce que ça t'emmène loin, c'est incroyable quoi. Donc, mais ça revient à se faire accompagner, tu vois, c'est apprendre, aimer apprendre. Il y a trop de trucs à voir. On peut pas lire tous les livres du monde. Il faut bien que quelqu'un nous en résume quelques-uns, tu C'est vois. ça, exactement. Mais c'est ça. En fait, c'est aller à la facilité de se faire accompagner. Exactement. Pas C'est besoin ça. de lire 4000 heures de livres hein, Ouais, ou c'est ça. de workout ou je sais pas, tu vois. Non, non. T'achètes lui là pour 1000 balles, bah hop, t'as le C'est truc, tu vois. réglé. C'est Ouais, ça. c'est ça. Bah C'est ça. putain, c'est trop bien. On arrive bientôt à la fin, Hugo. Je te remercie. C'était fascinant. J'aurais bien fait plus longtemps, mais je veux pas te retenir de plus. J'aime bien boucler la boucle. Et rappelle-toi, au début, je t'ai demandé qui était le petit Hugo. Du coup, pour terminer, en fait, j'aimerais que tu me dises où est-ce que le petit Hugo, il te verrait encore aller, toi, maintenant, le grand Hugo. Où est-ce que tu vas là? C'est quoi J'adore, encore? merci. Mais c'est vas-y, c'est illimité, hein, fais-toi plaisir. On sait jamais si quelqu'un entend. Merci pour cette question. Elle est géniale parce que ça, ça m'exalte d'y répondre. Euh, bah, le petit Hugo, ça boucle avec tout à l'heure, comme tu dis. C'est-à-dire que il souhaite que le Hugo de maintenant récupère son inconscience, ses intuitions, euh, ce côté, tu sais, que je retrouve chez ma fille, j'apprends énormément de ma fille tous les jours, à essayer de me connecter avec elle parce que à 3 ans et demi, elle a cette capacité d'être tellement innocente, mais innocente pas dans le sens vulnérable, comme on a l'habitude de l'entendre dans nos sociétés, innocente dans le sens, elle Pur. a, mais tu vois, ça boucle avec la manifestation, c'est-à-dire que elle est aujourd'hui capable de créer sa réalité à tout moment dans la journée. Elle a c'est un skill. Elle sait le faire. Elle se pose devant ses Playmobil. Elle part dans un monde imaginaire où tout existe et où c'est vrai. Parce que si tu l'arraches de ça, elle est super triste parce que c'est brutal, tu vois. Et, et si, tu vois, je pense qu'il y a toujours cet exemple du gamin qui dit j'aimerais être pompier, tu vois. Bah, quand il va jouer, il est pompier. Il se dit pas j'aimerais être pompier. Il est déjà pompier, en fait, dans sa tête, tu vois. Et c'est ce qui fait que si on le laisse faire, si on l'accompagne, si on lui donne juste le petit coup de boost, il va le devenir, tu vois. Ok. Et le Hugo d'aujourd'hui veut juste se débarrasser définitivement des conditionnements, il faut faire ça pour être ça, tu vois, le bon père, le bon mari, le bon amant, et juste d'être lui, en fait, tu vois. Moi, je sais que j'ai cette chance que ma femme n'attend que ça et qu'elle Que tu sois le m'accompagne. bon amant. Merci, Pardon, c'était c'était trop trop facile à facile. envoyer. Mais on n'en a pas parlé. Mais je suis un bien meilleur amant depuis que j'ai une condition physique, En même vrai. au niveau de mon énergie sexuelle, que j'ai appris à maîtriser, à contrôler, tu vois, qui est pu libérer n'importe comment en recherche de dopamine. Enfin, maîtriser le corps, le relier avec l'esprit, encore une fois, hein, c'est l'avenir de ce Hugo qui va apprendre à se servir encore mieux de son corps, à créer encore plus la réalité de ses rêves. Euh, et c'est une vie dans laquelle il est libre de choisir, de décider et surtout de faire des pauses. Et ça, j'ai encore du travail dessus, tu vois. De dire, non, là, en fait, aujourd'hui, je me repose, en fait. Tu vois. Aujourd'hui, je suis encore 7 jours sur 7 pour servir mes clients et mon envie de développement et surtout mes peurs de pas y arriver, tu vois. Donc voilà. Ah, je te souhaite quand tu écouteras cet épisode, je te souhaite que tu entendes ce que moi j'entends et j'espère les autres vont l'entendre aussi. Parce que, ah là là,
Tu sais, mais comme beaucoup de gens, en fait, si tu te voyais tel qu'on te voit, mais bon, bah c'est ça tout le principe hein, de la vie, hein. Voilà, hein. C'est ça. C'est tout le Ouais, principe de la vie et de la nécessité de se faire accompagner, je le redis. ouais, Parce que tu ne peux pas te voir toi-même. non, C'est impossible. Nous sommes des êtres de projection, on conjecture, on fabrique tout à fait. euh, un environnement qui va entièrement répondre à ce qu'on croit. Et c'est d'où l'importance d'avoir un cap très clair et de vouloir shifter son identité. Sinon, on ne fait que traîner avec les gens qui nous confortent dans ce qu'on pense, mener les actions qui nous confortent dans ce qu'on pense et aller se prendre des échecs qui nous confortent dans ce qu'on pense. Tu vois, si on pense que le business est mauvais en France aujourd'hui dans l'accompagnement, bah, on va avoir que des échecs et on va jamais vendre d'accompagnement, tu vois. Absolument, Et si on pense absolument. que nous, on est indispensable et que notre offre, elle est absolument formidable, on va vendre en fait. Mm. Tu vois. Ça, c'est pour la partie business, mais c'est pareil dans tout, quoi. Si je suis sûr que, tu vois, moi, j'ai cet exemple que je prends souvent, parce que moi, je prends une douche froide le matin quand je me réveille. Enfin, je fais une routine de mobilité, je fais bouger mon corps, ça me réchauffe, et ensuite, je vais direct dans la douche froide pendant 2 minutes. Là, en ce moment, elle est bien froide. Si je décide que cette douche va être horrible, elle va être horrible. Si je décide que cette douche va me mettre dans une condition parfaite pour faire ma méditation du matin, elle va me mettre dans une condition parfaite. Je sors, j'ai chaud, je sens déjà mon énergie qui rayonne autour de moi. Et quand je me mets dans ma méditation, j'ai juste créé juste un cadre parfait pour penser à moi, tu vois. Donc en fait, voilà. Si je me disais que la douche froide c'était horrible, bah, j'irais que j'essaierais de lire des articles sur internet que les douches froides c'est horrible, que le froid c'est mauvais, que potentiellement ça va te rendre plus malade de t'exposer au froid, Ah, bah, etc., c'est etc., tu un vois. biais de confirmation. Bah oui, oui, carrément, bien sûr, hein. Exactement. Voilà. Choisis Mais plus, tout c'est ça, simplement, choisis de voir que des voitures rouges et tu verras, focus là-dessus, tu verras que tu ne verras que des voitures rouges. c'est Oui, ça. parce que c'est des biais de confirmation, l'esprit fonctionne comme ça, quoi. Ouais, Et ouais, et ouais. Et nous sommes des victimes de nous-mêmes absolument. et de Ouais, notre entourage. ouais. Mais c'est vrai que du coup, comme on est des êtres sociaux, parce que des fois on va pouvoir avoir tendance à, puis d'ailleurs t'en as parlé un petit peu, on va avoir tendance à, peut-être à des périodes de notre vie, à vouloir rester isolé, à ne pas trop se confronter à l'extérieur, peut-être à nos échecs ou peut-être à nos réussites, enfin tu vois, à s'isoler, mais alors qu'en fait on aurait plutôt besoin de tout l'inverse, de se confronter, quoi. Parce que on Absolument. n'existe qu'à travers l'autre, on est des êtres sociaux, quoi. En fait, le meilleur conseil que je puisse donner par rapport à ce que tu dis, c'est que si je sens que j'ai un shift à faire, qu'il faut que j'avance vers quelque chose, je dois absolument faire un état des lieux de mes relations, parce que c'est bah, ce qu'on a dit, tout le champ de conscience qui rayonne autour de nous. Et je dois absolument me diriger vers quelqu'un qui a le niveau de conscience que j'ai envie d'acquérir. Même si aujourd'hui je ne comprends rien à ce qu'il dit, tu vois, je dois me diriger vers des personnes, je dois, je sais pas, m'inscrire à un club, traîner avec des gens que je sais qui font ce que j'ai envie de faire, me faire accompagner encore une fois. Enfin bon, il y a plein de manières de faire. Il y a aujourd'hui, avec Internet, moi je parle avec des coachs toutes les semaines. J'ai des réunions, on s'entraîne, on se parle ensemble, ça nous monte, on se sent moins seul parce que ça me tire vers le haut. Si je parlais avec mes parents qui sont persuadés que je vais à l'échec encore à 38 ans à faire ce job, que c'est la misère, que je ne promets pas une belle situation à mes parents, mais je vais y croire en fait. Mm. Tu vois, c'est pour ça que mon activité n'est jamais évoquée avec ma famille. Jamais, jamais. Je ne veux pas. Je ne veux pas parce que les gens donnent des conseils en retour que tu n'as pas demandé. Ils vont te moisir ton truc, quoi. Bah, ils te renforcent tes croyances que tu essayes Bah ouais. de chasser, tu vois. Mm. Je Les vois ce que tu veux conseils dire. non sollicités, c'est terrible, tu vois. Donc, Oui, puis ils sont c'est ça. complètement dans leur peur, hein. J'imagine que c'est Voilà. des gens qui ne travaillent pas sur eux, donc ils vont complètement refléter leur peur sur toi. Du coup, non, c'est pas, ça aide pas, quoi. Ouais, c'est Et oui, ça. des fois, Et il faut ils avoir ont le même des courage peurs de moteurs. se séparer, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a même des gens, et je pense qu'on a tous ça en nous. On a une partie de notre moteur qui est basée sur des peurs. Mhm. C'est un moteur, une peur aussi. On peut Bien sûr. choisir d'avoir des peurs et de construire son identité sur cette peur, de se rendre indispensable aux yeux des autres sur cette peur. Enfin, moi, je préfère me baser sur de l'abondance, tu vois, mais
on choisit, tu vois. Oui, mais la peur est là et c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, je sais pas, tu crois que genre Mel Gibson, quand il fait un rôle, tu sais, je prends un truc qui me vient par la tête. Mais tu crois qu'il a pas peur? Mais bien sûr que oui. Pourtant, il a fait 10 000 films, je sais pas, mais tu vois, de Il y a la une peur, il y a anecdote la bonne là-dessus. peur et la mauvaise peur, quoi, tu vois. La peur qui te Ouais. fait avancer, la peur qui te fige, quoi. C'est ça, c'est ouf. Il y a une anecdote là-dessus. Dans American Gangster, il y a Denzel Washington, un acteur que j'adore. Euh, il y a un truc qui est raconté par des acteurs, tu sais, de second rôle, que Denzel Washington est vraiment, vraiment pas sympa. Il est imbuvable. C'est-à-dire que sur tout le tournage, il leur parle pas, il les méprise, et les gens se disent, mais c'est qui ce gars, tu vois? Et au pot de fin de tournage, le gars vient, il les salue et tout, il check tout le monde, grand sourire. Le mec est complètement différent. Ils disent, mais on croyait que tu nous aimais pas. Il fait, mais non, en fait, je suis un gangster, je déteste les flics. Il avait rien contre eux, il était juste dans son rôle. Il Ouais, était ouais. dans sa réalité. Donc, pour être bon et pour être vraiment véhiculé quelque chose, il avait choisi d'être comme ça tout le temps dans son tournage. Donc, c'est ce que tu dis, tu vois. Mm. On a ce pouvoir. On a ce pouvoir, il faut s'en servir. Hugo, je te remercie infiniment, franchement. J'aurais pu faire 3 heures, mais ça aurait été un peu long, je pense, pour les gens à écouter. Donc peut-être que je te réinviterai en effet. Comme à l'accoutumée, je te laisse les mots de la fin et encore merci pour ta présence et pour ton éveil, hein. C'est plaisant d'avoir un homme, hein, qui pense aussi bien. Mot de la fin. Prenez soin de vous. Moi, je pense que tout part de là. Prendre soin de soi. C'est une vraie responsabilité à prendre, à mon avis, si on veut jouer au jeu de la vie. Rappeler ce qu'on a dit, que le corps, c'est le véhicule, que l'esprit, c'est un peu tu sais, le GPS, il te dit où aller. Et que s'il y a un des deux qui marche pas, bah, tu vas nulle part, ou alors juste tu restes dans ton quartier. Et si tu as envie d'aller plus loin que ton quartier, bah, il va falloir te responsabiliser et investir dans un GPS. Et faire fonctionner ton corps. Parce que le véhicule, il faut qu'il t'emmène loin. Voilà, j'ai envie de résumer ça comme ça. Ça résume un peu tout l'appel au final, tout le podcast.